Salam. Je vous présente un nouveau chapitre de module de neurobiologie qui porte sur l'électrophysiologie du neurone. Le plan de cours est le suivant. Tout d'abord, on va voir une petite introduction sur l'électrophysiologie. Puis, on va passer au potentiel membranaire, ensuite au potentiel de repos et au potentiel d'équilibre et enfin, on va voir le potentiel d'action. L'électrophysiologie consiste à l'étude des phénomènes électriques et électrochimiques qui se produisent dans les cellules ou les tissus des organismes vivants, et en particulier dans les neurones et les fibres musculaires. Elle implique la mesure de différences de tension ou de courant électrique à différentes échelles biologiques. En commençant, on va partir donc du canal isolé dans une membrane cellulaire jusqu'à des organes entiers comme le cœur. En neurosciences, l'électrophysiologie étudie l'activité électrique des neurones et en particulier l'émission de potentiels d'action, l'enregistrement d'activité électrique plus large du système nerveux, comme par électroencéphalographie, peut également être considéré comme de l'électrophysiologie. Le potentiel de membrane ou voltage de la membrane représente la différence de potentiel à travers la membrane. Il est représenté par le symbole Vm. Il peut être mesuré en introduisant une microélectrode dans le cytosol. Donc une microélectrode est le plus souvent constituée d'un tube de verre très fin, possédant une extrémité effilée obtenue par étirage à chaud, qui pénètre dans la membrane d'un neurone avec le minimum de lésions. Ce tube est rempli d'une solution conductrice de l'électricité et connecté à un appareil appelé voltmètre, comme c'est représenté dans la figure. Donc le voltmètre mesure la différence de potentiel entre l'extrémité de cette microélectrode, c'est-à-dire entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire d'une neurone. Alors, cette méthode permet de montrer que la charge électrique n'est pas équivalente de part et d'autre de la membrane neuronale. L'intérieur du neurone est négatif par rapport à l'extérieur. Donc, cette différence constante représente le potentiel de repos et se maintient tant que le neurone ne génère pas de potentiel d'action. La valeur de potentiel de repos étant de l'ordre de moins 65 mV. Ce potentiel est lié à l'existence d'une différence de distribution des charges électriques de part et d'autre de la membrane, comme il est illustré dans la zone agrandie de l'image. Comme vous voyez, voici la zone agrandie. Ce potentiel négatif de la membrane interne de neurones est une condition indispensable au fonctionnement du système nerveux. Il faut savoir que les ions se distribuent de part et d'autre de la membrane, de sorte que la concentration de potassium est plus forte à l'intérieur des neurones, alors que celles de sodium et de calcium sont plus fortes à l'extérieur. Voici les valeurs des concentrations approximatives de chaque ion dans chaque milieu. Ces concentrations représentent les concentrations des ions dans le milieu extérieur et dans le milieu intérieur. Comme vous voyez dans l'image, voici le milieu intérieur et voici le milieu extérieur. Donc nous avons comme ions le potassium, le sodium, le calcium et le chlore. Les gradients de concentration ionique sont établis par l'intermédiaire de transporteurs qui peuvent être des pompes sodium-potassium ou pompes de calcium, et aussi des canaux ioniques qui forment des pores
situées dans la membrane neuronale. On va commencer par la pompe sodium-potassium, qui est une enzyme qui hydrolyse de l'ATP en présence d'ions sodium intracellulaire. L'énergie libérée par cette réaction actionne la pompe qui échange des ions sodium internes par des ions potassium externes. L'activité de la pompe maintient la concentration de potassium à l'intérieur du neurone et celle de sodium à l'extérieur. Il faut remarquer que la pompe repousse ces ions à travers la membrane contre le gradient de concentration et que cette action nécessite un apport d'énergie important. Donc, la pompe sodium-potassium fonctionne de façon à pomper 3 ions sodium vers l'extérieur et 2 ions potassium vers l'intérieur de la membrane. Sans pompe ionique, le cerveau ne pourrait pas fonctionner. Le deuxième type de transporteur est la pompe calcium. Donc, c'est une enzyme aussi qui transporte activement les ions Ca2+ en dehors du cytoplasme à travers la membrane cellulaire. Voyons maintenant les propriétés fonctionnelles du canal ionique par une méthode nouvelle dénommée patch clamp. Donc patch veut dire fragment de membrane et clamp veut dire maintien. Donc on va maintenir le potentiel membranaire fixe. C'est une méthode qui fut utilisée pour étudier les courants ioniques au travers des canaux uniques. Donc cette méthode permet de sceller une minuscule électrode à une petite partie de la membrane neuronale, comme vous voyez dans la figure. Ce patch peut ensuite être extrait de la membrane, ce qui permet de mesurer les courants ioniques qui passent au travers tout en bloquant le potentiel membranaire à une valeur choisie, comme vous voyez dans les graphes ci-dessous. Passons maintenant au deuxième élément permettant les échanges membranaires. Donc ce sont les canaux ioniques qui correspondent à des protéines membranaires qui forment des pores. Ils sont sélectifs pour un ion donné. Lorsque les canaux s'ouvrent, ils permettent le passage des ions par diffusion passive, sans utilisation d'énergie, en suivant leur gradient de concentration, c'est-à-dire de milieu le plus concentré vers le moins concentré. La différence de concentration ionique de part et d'autre de la membrane est donc maintenue par 3 mécanismes. Premièrement, la perméabilité sélective de la membrane aux ions par les protéines membranaires qui constituent des canaux à perméabilité spécifique tels que les canaux chloriques et les canaux sodiques et aussi les canaux de potassium. Plus la membrane est riche en canaux ioniques d'un ion, plus elle le laisse passer. Deuxièmement, en présence de protéines intracellulaires qui sont de gros anions non diffusibles tels que la protéinase A-, qui crée une électronégativité intracellulaire empêchant les ions potassium de migrer complètement vers le milieu extracellulaire. Troisièmement, le système de transport actif pompe sodium-potassium ou ATPase qui expulse continuellement 3 ions sodium hors de la cellule chaque fois qu'elle fait entrer 2 ions potassium. Chaque ion est soumis à 2 forces, le gradient électrique et le gradient de concentration ou le gradient chimique. L'état d'équilibre est atteint lorsque le gradient de concentration sera contrebalancé par le gradient électrique. Le potentiel qui existe dans ces conditions est appelé le potentiel d'équilibre de l'ion. Donc, le potentiel d'équilibre est la différence de potentiel qui compense exactement un gradient de concentration ionique. Il est représenté par le symbole EIO. Ce potentiel peut être calculé par la loi de Nernst,
qui est la suivante. Donc, E ion égale grand R qui correspond à la constante gazeuse fois grand T qui correspond à la température absolue sur Z qui correspond à la charge de l'ion fois grand F qui correspond à la constante de Faraday fois logarithme de base dixième de la concentration ionique à l'extérieur de la cellule sur la concentration ionique à l'intérieur de la cellule. Le point d'équilibre résulte de deux influences. La diffusion qui assure le mouvement des ions selon le gradient de concentration et la charge électrique par laquelle les ions de charge opposée sont attirés et ceux de même charge seront repoussés. Le potentiel d'action est une brève fluctuation de potentiel de membrane. On parle de potentiel d'action en cas de stimulation supraliminaire. Ce potentiel correspond à un changement transitoire de potentiel membranaire suite à une stimulation. Ainsi, le potentiel d'action est dû à un changement transitoire des perméabilités membranaires aux ions, c'est-à-dire provoqué par l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques. Le potentiel d'action est composé de trois principales phases qui correspondent à différentes conformations des canaux ioniques. Donc sachez qu'au repos, le potentiel de membrane est stable. Donc dans un neurone en repos, les canaux de potassium sont fermés. Sont ouverts et ceux de sodium seront fermés. Donc la première principale phase de potentiel d'action est la phase de dépolarisation, dans laquelle les canaux de sodium s'ouvrent rapidement, permettant une entrée massive des ions de sodium, ce qui provoque une augmentation de la conductance aux ions de sodium. La deuxième phase est la phase de repolarisation. Elle est caractérisée par la fermeture des canaux de sodium voltage dépendant. Donc une diminution de la conductance des ions sodium et en même temps ouverture des canaux de potassium voltage dépendant qui permet la sortie de potassium, comme vous voyez dans la figure, et une augmentation de conductance de potassium. La troisième phase est la phase de l'hyperpolarisation. Dans cette phase, la conductance de potassium reste élevée plusieurs millisecondes, ce qui permet une fuite accrue d'ions potassium qui ramène le potentiel à son état de repos, comme vous voyez dans le graphe. Le potentiel d'action présente plusieurs propriétés. Premièrement, le seuil de déclenchement. Le déclenchement du potentiel d'action nécessite l'utilisation d'une intensité de stimulation supraliminaire, c'est-à-dire supérieure au seuil d'activation des canaux sodiques potentiels dépendants. La deuxième propriété est la loi du tout et de rien, c'est-à-dire le potentiel d'action ne se déclenche pas pour les intensités inférieures au seuil, mais au-dessus de la valeur du seuil. Il déclenche un influx. Troisième propriété est la période réfractaire absolue. Donc, ça veut dire que si deux stimuli sont très rapprochés, le deuxième choc ne provoque pas de réponse de l'axone. Ceci est dû à l'état inactivable des canaux sodiques. Donc les canaux sodiques sont inactifs lorsque la membrane est fortement dépolarisée. Leur réactivation et la jeunesse d'un autre potentiel d'action ne sont plus possibles tant que le potentiel de membrane n'est pas suffisamment négatif pour réactiver les canaux. La quatrième propriété est la période réfractaire relative. Donc si deux stimuli sont espacés, chacun des deux stimuli déclenche un potentiel d'action. Ceci est dû à l'état ferme activable des canaux sodiques.
Ça veut dire le potentiel membranaire est hyperpolarisé tant que les canaux potassiques sont ouverts. Aussi, il faut plus le courant dépolarisant pour que le potentiel membranaire atteigne le seuil de dépolarisation. La propagation du potentiel d'action le long de l'axone depuis le soma vers la terminaison axonale est dite propagation unidirectionnelle dans un seul sens. La conduction des potentiels d'action dépend de deux paramètres. Elle dépend du diamètre de la fibre nerveuse, donc elle est plus rapide dans les axons de grand diamètre. Et elle dépend aussi de la gaine de myéline, qui est une gaine isolante qui joue le rôle d'un isolant électrique. Elle est constituée de plusieurs enroulements de membranes produits par les cellules gliales, comme les cellules de Schwann, de système nerveux périphérique et les cellules oligodendrocytes. Elle n'est pas continue sur toute la longueur de l'axone. Elle est interrompue à des intervalles réguliers par les nœuds de Ranvier où se trouvent des canaux de potassium et des canaux de sodium de potentiel d'action. Elle contribue à accélérer la propagation des impulsions inverses le long de l'axone. Pour les axones non myélinisés, le potentiel d'action se propage de proche en proche. La vitesse de conduction est lente. Pour les axones myélinisés, le potentiel d'action se propage d'une manière saltatoire, comme vous voyez dans la figure, d'un nœud de Ranvier à un autre, ce qui permet d'augmenter la vitesse de propagation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez des commentaires. Merci et à bientôt.